Sacha accourut à la fenêtre et ouvrit en grand les volets, laissant entrer l'air frais et une lumière hésitante. Le rebord en bois surplombait un gouffre sans fond, baigné par la brume matinale que dissiperaient les premiers rayons de soleil. On verrait alors non seulement le défilé, mais aussi les contreforts, recouverts de pins, des montagnes lointaines, ainsi que les prairies qui s'étendaient entre elles. À cette distance, les maisons des villages auraient l'air de boîtes d'allumettes éparpillées, et les clochers ressembleraient à des douilles. Cette heure matinale était la sienne. Un sixième sens l'avertissait du lever du soleil, et elle le devançait d'une demi-heure pour avoir le temps d'escalader la montagne. Derrière leur masure, petite mais d'une propreté impeccable, chaude et confortable, serpentait un sentier rocailleux bordé de fleurs jaunes claires. Les gravillons glissaient sous ses pieds, et durant les quelques minutes qui la séparaient du sommet, il arrivait à Sacha de tomber à plusieurs reprises et de s'écorcher les genoux. Perdue dans ses pensées, elle essuya de sa manche le rebord de la fenêtre humide de la respiration de la nuit. Quelque chose de sombre et de mauvais avait hanté ses rêves, promettant la fin de sa vie d'insouciance. Mais les bribes des visions inquiétantes s'étaient envolées avec la première caresse du vent frais sur sa peau. Pour l'heure, elle n'avait nulle envie de se rappeler ce qui l'avait attristée dans son sommeil. Elle devait se hâter, monter sur le sommet, saluer le soleil puis redescendre rapidement par la sente pour cuisiner le petit déjeuner, réveiller son père et préparer son baluchon pour la route. Une fois cette tâche accomplie, alors que son père chasserait, Sacha aurait toute la journée pour elle. Et jusqu'à l'heure du dîner, elle pourrait courir après les libellules malhabiles et les cafards volants, au milieu des fleurs des champs, aussi jaunes que le revêtement en linoléum des wagons. Elle parcourut sur la pointe des pieds les lames craquantes du parquet, entr'ouvrit la porte et rit silencieusement. Il y avait bien des années que son père n'avait pas vu un tel sourire de bonheur illuminer le visage de Sacha, et tout son être se révoltait à l'idée de la réveiller. Le saignement ne s'arrêtait pas, et sa jambe s'était engourdie. On disait que les blessures infligées par des chiens errants ne guérissaient jamais. Allait-il l'appeler? Il s'était absenté de chez eux plus de 24 heures. Avant de se rendre au garage, il avait voulu grimper dans un bâtiment en préfabriqué aux allures de termitière, à 2 pâtés de maison de la station. Et il avait perdu connaissance en arrivant au 16e étage. Durant tout ce temps, Sacha n'avait pas fermé l'œil. Sa fille ne s'endormait jamais tant qu'il n'était pas revenu de ses promenades. Qu'elle dorme, se disait-il. Ces histoires de morsures n'étaient que des racontards, il ne risquait rien. Il aurait voulu savoir ce qu'elle voyait à cet instant précis. Lui-même n'arrivait jamais à lâcher totalement prise, même dans son sommeil. Rares étaient les fois où son inconscient le laissait s'échapper pour une poignée d'heures dans sa jeunesse paisible. Désormais il errait au milieu d'immeubles familiers, désormais sans vie, déchiquetés, vidés de leurs entrailles. Un rêve où il réussissait à trouver un appartement miraculeusement intact, plein de livres et de technologie, était un bon rêve. Quand il s'endormait, il appelait le passé de tous ses vœux. Il espérait revenir au moins au moment où il avait rencontré la mère de Sacha. À l'époque, du haut de ses 20 ans, il commandait déjà la station, qui n'était pour ses habitants qu'un refuge temporaire, et non le baraquement collectif d'un bagne minier où il purgeait une réclusion à perpétuité. Mais au lieu de cela, il était projeté vers un passé bien plus récent, au cœur des événements qui s'étaient joués 5 ans plus tôt, au jour qui avait scellé son destin, et pire encore, celui de sa fille. Sa raison était en paix avec sa défaite et son bannissement, mais à peine parvenait-il à s'assoupir que son cœur réclamait une revanche. Il se tenait à nouveau devant le peloton à ses ordres. Tous avaient épaulé leur kalachnikov. Dans une telle situation, son Makarov réglementaire ne pouvait guère lui être utile qu'à se suicider. Excepté les 20 hommes armés disposés derrière lui, il ne pouvait plus faire confiance à personne dans la station. La foule bouillait,
hurler, et des dizaines de bras secouaient les barrières. La polyphonie discordante se transformait, sous la houlette d'un chef d'orchestre invisible, en un chœur bien réglé. Pour l'heure, il ne réclamait que sa démission, mais sous peu c'était sa tête qui leur deviendrait indispensable. Ce n'était pas une manifestation spontanée. D'autres forces étaient à l'œuvre, des agitateurs envoyés de l'extérieur. Chercher à les démasquer pour les éliminer les uns après les autres n'avait plus aucun sens. La seule décision qu'il pouvait encore prendre pour briser cette mutinerie et garder le pouvoir était de faire tirer sur la foule. Il était encore temps. Ses doigts se recroquevillèrent autour d'une crosse invisible. Ses yeux s'agitèrent de mouvements incessants sous ses paupières closes. Ses lèvres formèrent des ordres inaudibles. La flaque noire où il baignait s'étendait de minute en minute, se nourrissant de la vie qui le quittait. Où sont-ils? Tiré des eaux sombres de l'inconscience, Homer s'agita tel le poisson accroché à l'hameçon, la respiration saccadée, ses yeux fous rivés sur le brigadier. Les masses floues et sombres de Cyclope, gardien de la Nagornaïa, flottaient encore devant ses yeux et tendaient vers lui leurs longs doigts aux nombreuses articulations, capables d'arracher une jambe ou de briser une côte sans effort. Ils encerclaient le vieil homme à chaque fois qu'il fermait les yeux, pour se dissoudre dans le néant quand il les rouvrait. Homer tenta de bondir sur ses pieds, mais la main étrangère en serrant légèrement son épaule se mua à nouveau en un croc d'acier, le même qui l'avait tiré de son cauchemar. Reprenant progressivement une respiration régulière, il porta le regard sur un visage tailladé aux yeux sombres, jetant des reflets huileux. Hunter, vivant. Le vieil homme promena son regard lentement de gauche à droite, craignant de découvrir autour de lui le décor de la station ensorcelée. Non, ils étaient assis au milieu d'un tunnel dégagé. La brume qui enveloppait les abords de la Nagornaïa était à peine perceptible. Hunter avait dû le porter sur son dos pas moins de 500 mètres, estima le vieillard. Rasséréné, il se détendit et répéta sa question. « Où sont-ils ? » « Il n'y a personne ici. Tu es en sécurité. »« Ces créatures, elles m'ont attaqué ? Assommé ?» demanda Homer, grimaçant alors qu'il massait la bosse sur son crâne. « C'est moi qui t'ai frappé. Pas vraiment le choix pour arrêter ta crise de nerfs. Tu aurais pu me toucher. » Hunter desserra enfin son étau sur Homer, se redressa et laissa glisser sa pomme sur son large ceinturon d'officier. En miroir du fourreau de son stechkin, y pendait un étui de cuir dont la destination échappait au vieillard. Le brigadier l'ouvrit et en sortit une flasque métallique plate. Il l'agita, l'ouvrit, et sans la proposer à Homer, y but une longue gorgée. Il ferma les yeux de plaisir l'espace d'un instant. Le vieil homme fut parcouru d'un frisson en remarquant que son œil gauche restait toujours entr'ouvert. « Et où est Ahmed ? Que lui est-il arrivé ?» Le souvenir venait de ressurgir, et il fut à nouveau saisi de tremblement. « Mort !» fit Hunter d'une voix égale. « Mort !» répéta le vieillard docilement. Quand le monstre avait arraché la main de son camarade de la sienne, il avait compris que rien de vivant ne pouvait se libérer de cette poigne. Homer avait été chanceux que le choix de la Nagornaïa ne soit pas tombé sur lui. Il regarda encore une fois autour de lui sans pouvoir se convaincre qu'Ahmed eût disparu à jamais. Il fixa sa pomme sanglante contusionnée. Impossible de soutenir cette vision. L'air lui manquait. Ahmed savait qu'il était condamné, dit-il doucement. Pourquoi justement lui, et pas moi? Il y avait beaucoup de vie en lui, répondit le brigadier. Ils se nourrissent de la vitalité des gens. C'est injuste, lâcha le vieil homme en secouant la tête. Il a des enfants en bas âge. Il y a tant de choses pour lui en ce monde. Enfin, il y avait. Alors que moi... Et toi, à choisir, t'aurais bouffé du lichen ? Répliqua Hunter pour couper court à la conversation. D'un mouvement sec, il remit le vieillard sur ses jambes.
Ça suffit. En route. Il s'agit de ne pas arriver trop tard. » Alors qu'il trottinait derrière Hunter qui avait accéléré le pas, Homer essayait de comprendre comment ils étaient revenus à la Nagornaïa. À l'instar d'une plante carnivore, la station avait dû les enivrer de ses miasmes pour les attirer à nouveau dans ses raies. Une chose était certaine, à aucun moment il n'avait fait demi-tour. Il pouvait en jurer. Il était même prêt à croire au gauchissement de l'espace, dont il aimait à parler à ses compagnons de garde crédules. Mais la vérité apparut bien plus simple. Il s'arrêta et se frappa le front. Une voie de manœuvre. À quelques centaines de mètres de la Nagornaïa, les troncs gauche et droit du tunnel étaient reliés par une voie à sens unique qui permettait aux rames de faire demi-tour. Elle s'éloignait de la voie principale, obliquant très légèrement. Aussi, en marchant à l'aveuglette en suivant le mur, ils avaient débouché dans le tunnel parallèle. Puis, quand le mur avait disparu, ils s'étaient trompés de direction, retournant vers la station. Il n'y avait donc rien de surnaturel dans le phénomène, se rassura Homer, sans en être parfaitement convaincu. Cependant, il lui restait encore une ombre à éclaircir. « Hé !» cria-t-il à Hunter. « Attends !» Mais l'autre, comme sourd, allait bon train, et le vieillard dut, malgré son essoufflement, accélérer le pas. Quand il le rejoignit, il regarda le brigadier dans les yeux et lui lança. « Pourquoi nous as-tu laissé tomber ?»« Moi ? Vous laissez tomber ?» Dans la voix impassible et métallique, Homer crut discerner de la moquerie, et il se mordit la langue. À y repenser, c'était Ahmed et lui qui avaient fui la station, abandonnant le brigadier seul face aux démons. Quand il se remémorait la bataille aussi féroce qu'infructueuse qu'avait livrée Hunter à la Nagornaïa, Homer ne pouvait s'empêcher de penser que les habitants de la station avaient refusé et fui le combat qu'ils cherchaient à leur imposer. Avait-il eu peur? Ou alors avait-il perçu en lui une âme sœur? Le vieil homme prit son courage à deux mains. Il lui restait une dernière question, la plus difficile. « Dis, Hunter, là-bas, à la Nagornaïa, pourquoi est-ce qu'ils t'ont épargné ?» Plusieurs interminables minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles Homer n'osa pas réitérer sa question, avant que l'autre lui fournisse une réponse courte, sombre, à peine audible. « Je leur répugne. » « C'est la beauté qui sauvera le monde », avait pour habitude de plaisanter son père. Sacha rougissait alors et cachait le petit paquet de thé orné d'un dessin dans la poche frontale de sa combinaison. Le petit carré de plastique, qui avait envers et contre tout conservé une infime trace d'arôme de thé vert, était son bien le plus précieux. En outre, c'était un rappel constant que l'univers ne se bornait pas au tronc acéphale de leur station, entouré de 4 moignons de tunnels et enterré à 20 mètres sous la surface de la ville-cimetière de Moscou. C'était également un portail magique capable de transporter Sacha à travers des décennies et à des milliers de kilomètres. Et quelque chose d'autre aussi, quelque chose d'incommensurablement important. Dans l'atmosphère humide qui régnait dans le métro, n'importe quel papier flétrissait très rapidement. Ce n'étaient pas seulement les livres et les magazines que rongeaient la moisissure et l'humidité. Ce qu'elle anéantissait était le passé même. Sans représentation picturale, sans chronique, la mémoire humaine, privée de béquilles, trébuchait et sombrait dans la confusion. Ce paquet, quant à lui, était fait de plastique et ignorait l'emprise du temps et des éléments. Son père avait confié un jour à Sacha qu'il s'écoulerait plusieurs millénaires avant qu'il ne se décompose. Ainsi ses descendants pourraient se transmettre cet héritage, pensait la jeune femme. Elle possédait un véritable tableau, même si ce n'était qu'une miniature. Dans un cadre doré, aussi brillant que le jour où le paquet avait été déchargé du convoi, s'étalait une vue qui lui coupait le souffle chaque fois qu'elle la contemplait. Des rochers à pic, noyés dans la brume, de larges sapins accrochés aux parois verticales,
des cascades tumultueuses s'abîmant dans des gouffres, la lueur écarlate d'un lever de soleil imminent. De toute sa vie, Sacha n'avait jamais rien vu de plus beau. Elle pouvait demeurer longtemps assise à contempler cette image, le petit paquet déplié dans sa pomme. Son regard alors se voilait de la même brume matinale que celle qui enveloppait les montagnes lointaines. Malgré ses lectures assidues de tous les livres que rapportait son père, avant de les vendre pour une poignée de cartouches, les mots qu'elle y apprenait ne lui suffisaient pas à expliquer ce qu'elle ressentait en regardant ces rochers minuscules et en respirant l'odeur des aiguilles des sapins dessinés. Elle ne pouvait pas non plus formuler que c'était l'irréalisme de ce monde imaginaire qui le rendait si attirant, et que s'en dégageait une tristesse douce amère, et l'éternelle anticipation de ce que le soleil éclairerait en premier. Enfin, il y avait le passage en revue permanent de ce qui pouvait se cacher derrière le petit rectangle, où était inscrite la marque du thé. Était-ce un arbre rare? Un nid d'aigle? Une maisonnette à flanc de montagne, où elle pourrait vivre avec son père? Car c'était lui un jour qui avait rapporté à Sacha, à l'aube de ses 5 ans, ce petit paquet encore plein, une rareté. Il voulait étonner sa fille avec du véritable thé. Elle avait bu le breuvage stoïquement, comme un médicament. Mais ce fut l'emballage plastique qui avait été la source de son émerveillement. C'est à ce moment-là qu'il lui avait expliqué ce qui était représenté sur cette chromolithographie immacercible. Un paysage convenu d'une province montagneuse chinoise, parfaitement calibré pour l'impression sur des paquets de thé. 10 années plus tard, Sacha était toujours sous le charme aussi intense que le jour où elle avait reçu ce cadeau. Son père, quant à lui, considérait ce paquet comme un ersatz pathétique d'un monde inaccessible, et chaque fois qu'elle tombait dans cette transe béate, cette contemplation d'une fantaisie peinturlurée tant bien que mal par un artiste raté, il pensait que sa fille lui reprochait leur monde borné, et leur existence fade. Il tentait toujours de rester maître de lui-même, mais ne pouvait se contenir bien longtemps. Alors, avec une exaspération mal dissimulée, il demandait pour la 100e fois à Sacha ce qu'elle trouvait dans un lambeau d'emballage d'un peu de poussière de thé. Elle, se hâtant de cacher ce chef-d'œuvre miniature dans la poche de sa combinaison, lui répondait, gênée, « Papa, je trouve ça tellement beau. » En l'absence de Hunter, qui avait marché sans faire halte jusqu'à la Nagatinskaya, Homer aurait couvert la même distance en 3 fois plus de temps. Jamais il n'aurait couru le risque de parcourir ce tronçon de voie à ce rythme effréné. Leur petit groupe avait payé un tribut effroyable pour traverser la Nagornaïa, mais 2 de ses 3 membres étaient sains et saufs. Ils seraient sans doute tous les 3 en vie s'ils ne s'étaient pas égarés dans le brouillard. Cependant, le prix à payer n'était pas plus élevé qu'à l'ordinaire. Rien n'était arrivé à Nakimovski Prospect ni à la Nagornaïa qui ne s'y fût pas produit auparavant. Cela signifiait-il que le problème se dissimulait dans les tunnels qui conduisaient à la Toulskaya? Ces tunnels étaient bien silencieux à présent, mais le calme qui y régnait était malsain, empreint de tension. Oui, Hunter flairait le danger à des centaines de mètres. Il savait à quoi s'attendre dans les stations où il n'avait pourtant jamais mis les pieds. Mais son intuition ne le trahirait-elle pas sur le tronçon qu'il parcourait, ainsi qu'elle l'avait déjà fait avec des dizaines de combattants plus aguerris? Était-il possible que ce fût la Nagatinskaya, dont il se rapprochait à chaque pas, qui recélât la clé de l'énigme? S'efforçant de maintenir un fil cohérent dans ses pensées qui se bousculaient à cause de leur cadence de marche trop rapide, Homer essayait d'imaginer ce qui pouvait les attendre dans la station qu'il aimait tant des années plus tôt. Le vieil homme qui s'amusait à collectionner les mythes imaginait sans peine l'installation sur la Nagatinskaya de la légendaire ambassade des enfers, ou encore la destruction de la station par des rats migrants, à la recherche de nourriture par le réseau de leurs propres tunnels, inaccessibles à l'homme. Oui, s'il s'était trouvé seul en ces lieux,
Homer aurait progressé bien plus lentement. Mais pour rien au monde il n'aurait rebroussé chemin. Durant toutes ces années passées à la Sévastopolskaïa, il avait désappris la peur de la mort. Le vieil homme avait entrepris ce voyage pleinement conscient que ce pourrait être sa dernière aventure, et il était prêt à y sacrifier le temps qui lui était encore imparti. Il avait suffi d'une demi-heure pour qu'il oublie la terreur éprouvée face au monstre de la Nagornaïa. Mais ce n'était pas tout. S'il prenait la peine désormais de tendre son oreille intérieure, il percevait la naissance, ou peut-être le réveil, au plus profond de son âme, de quelque chose qui l'attendait depuis longtemps, et qu'il appelait de tous ses vœux. Ce quelque chose qu'il cherchait dans les expéditions les plus dangereuses, incapable qu'il était de le trouver dans son foyer. Dorénavant, il avait une très bonne raison de repousser la mort de toutes ses forces. Il ne pouvait se permettre son étreinte qu'une fois son travail accompli. La dernière guerre avait été bien plus violente que celle qui l'avait précédée. Aussi s'était-elle achevée en seulement quelques jours. 3 générations s'étaient succédé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers vétérans reposaient d'un sommeil éternel, et la peur viscérale de la guerre s'était évanouie de la mémoire des vivants. D'aliénation collective, dépouillant des millions d'hommes de leur humanité, elle était redevenue un instrument politique parmi d'autres. Les enjeux grimpaient trop vite, et on manqua tout simplement de temps pour prendre les bonnes décisions. Il s'avéra que le tabou pesant sur l'arme nucléaire était tombé quelque part entre la poire et le fromage, dans le feu de l'action, et le fusil qu'on avait suspendu au mur lors du premier acte du drame tira une salve dans le pénultième. Après cela, déterminer qui le premier avait appuyé sur le bouton sacré n'avait plus guère d'importance. En une unique frappe, toutes les grandes villes de la Terre furent transformées en un champ de ruines et de cendres. Celles peu nombreuses protégées par un bouclier antimissile rendirent l'âme elles aussi, même si en apparence elles demeurèrent intactes. Les émissions ionisantes, les poisons de combat et les armes bactériologiques avaient pris soin de leurs habitants. Les liaisons radio fragiles qui avaient pu être établies entre les différents groupes de survivants cessèrent définitivement quelques années seulement plus tard. Aussi, pour les habitants du métro, le monde était borné désormais par les dernières stations occupées des lignes habitées. La Terre, qui semblait jusqu'à ce moment-là parfaitement connue, et où l'homme se sentait à l'étroit, était redevenue l'océan sans rivage, chaotique et méconnu qu'elle était autrefois. Les derniers îlots de civilisation rejoignaient l'abîme l'un après l'autre, car privé de pétrole et d'électricité, l'homme redevenait bestial. On assistait à l'avènement d'une ère de stagnation. Durant des siècles, les savants rétablissaient la trame de l'histoire à partir de lambeaux de papyrus et de parchemins, d'extraits de codex et de folios. Avec l'invention de l'imprimerie et celle des journaux, on avait poursuivi l'élaboration de cette tapisserie sur des métiers à tisser typographiques. Les annales des 2 derniers siècles ne comportaient aucune lacune. Les moindres gestes et paroles de ceux qui présidaient aux destinées du monde y étaient minutieusement répertoriés. Et soudainement, dans un laps de temps d'1 heure, toutes les imprimeries du monde avaient été détruites ou abandonnées à tout jamais. Les métiers à tisser l'histoire s'étaient figés. Dans un monde sans avenir, elle n'avait plus guère d'intérêt. L'ouvrage se déchira, laissant à peine un filament ténu. Durant les premières années qui avaient suivi la catastrophe, Nikolai Ivanovitch avait parcouru les stations surpeuplées dans l'espoir fou de retrouver sa famille dans l'une d'elles. L'espoir s'était évanoui, mais il errait toujours, seul et perdu, dans les recoins obscurs du métropolitain, sans savoir comment occuper sa vie d'outre-tombe. Le fil d'Ariane du sens de son existence, qui aurait pu le guider à travers ce labyrinthe infini de tunnels, lui avait échappé des mains. Par nostalgie des temps passés, il s'était mis à collecter des magazines qui lui permettaient de se rappeler, de rêvasser.
Se demandant s'il aurait été possible de conjurer l'apocalypse, il s'était passionné pour les chroniques et les articles d'analyse. Puis il avait commencé à en écrire lui-même, imitant les communiqués de presse et narrant les événements dont il avait été le témoin dans les stations qu'il avait traversées. Ce fut ainsi qu'à la place du fil perdu de sa vie, Nikolai Ivanovitch en trouva un autre. Il décida de se faire l'analyste, le chroniqueur de l'histoire présente, depuis la fin du monde jusqu'à la fin proprement dite. Sa collecte désordonnée sans but acquit un sens. Il devait désormais restaurer minutieusement la trame abîmée du temps et poursuivre l'ouvrage à la main. Les gens autour de lui considéraient la lubie de Nikolai Ivanovitch comme une excentricité inoffensive. Il troquait volontiers ses rations contre de vieux journaux, et transformait le coin qui lui était attribué dans les stations où ses pieds le portaient en de véritables archives. Il était volontaire pour monter la garde, car c'était là, autour du feu, à la borne des 300 mètres, que les hommes rudes, oubliant leur âge et leur sévérité, rivalisaient d'histoire, ce dont Nikolai Ivanovitch pouvait extraire des bribes d'informations sur ce qui se passait aux quatre coins du métro. Il comparait des dizaines de racontars pour en retirer les faits, qu'il ajoutait avec minutie dans des cahiers d'écoliers. Son travail lui permettait de se distraire de certaines pensées, mais Nikolai Ivanovitch ne pouvait se défaire du sentiment qu'il faisait tout cela en vain. Après sa mort, ses cahiers, herbiers de feuillets d'informations méticuleusement rassemblés, tomberaient en poussière faute de soins adéquats. S'il ne revenait pas de son tour de garde, on récupérerait ses journaux et ses annales comme combustible, et il ne ferait pas long feu. Du papier terni par les ans ne resterait que suie et fumée. Ces atomes formeraient de nouvelles liaisons, prendraient une autre forme. La matière réduite à ses plus simples composants est presque indestructible. Alors que ce qu'il voulait conserver pour les générations futures, cette chose insaisissable, éphémère, qui se nichait sur les feuilles de papier, allait disparaître à jamais. L'être humain est ainsi fait que le contenu des manuels scolaires ne survit dans sa mémoire que jusqu'aux examens de fin d'année. Et en oubliant ce qu'il a appris par cœur, il éprouve un véritable soulagement. La mémoire des hommes est pareille au sable dans le désert, pensait Homère. Les nombres, les dates, les noms des hommes d'État de second plan y restent aussi longtemps que des lettres dessinées au bâton sur une dune. Ils s'envolent sans laisser de traces. Les seules choses qui subsistent miraculeusement sont celles capables de s'emparer de l'imagination, celles qui font s'accélérer les battements de cœur, qui stimulent la réflexion et éveillent les émotions. L'histoire passionnante d'un héros légendaire et de son grand amour peut survivre de la naissance à la mort d'une civilisation, s'insinuant tel un virus dans les cerveaux et se transmettant des parents aux enfants sur des centaines de générations. Quand le vieil homme eut compris cette vérité, d'érudit imposteur, il entreprit de se transformer en alchimiste, de Nikolai Ivanovitch en Homère. Désormais, il ne consacrait plus ses nuits à la compilation de chroniques, mais à la recherche de la formule de l'immortalité, d'un sujet aussi vivant que celui de l'Odyssée, et d'un héros dont la longévité rivaliserait avec celle de Gilgamesh. C'était dans un tel sujet qu'Homère voulait enrober la substantifique moelle des connaissances qu'il avait accumulées. Ainsi, dans ce monde où tout le papier était transformé en chaleur, où l'on sacrifiait avec légèreté le passé pour un seul instant du présent, la légende d'un tel héros pourrait contaminer les populations et le sauver d'une amnésie générale. Cependant, la formule secrète éludait ses recherches. Le héros ne voulait pas se présenter sous les feux de la rampe. La copie des articles de journaux ne pouvait apprendre au vieillard à composer des mythes, à insuffler la vie dans les golems, à rendre l'imaginaire plus attrayant que la réalité. Les feuilles arrachées et froissées, portant des débuts de premiers chapitres de la future saga, aux personnages sans relief ni crédibilité, donnaient à sa table de travail des allures de salle d'avortement.
Les seuls résultats tangibles de ces veillées nocturnes étaient ses yeux cernés et ses lèvres couvertes de morsures. Malgré cela, Omer refusait de tourner le dos à son nouveau destin. Il évitait de se dire qu'il n'était peut-être pas né pour cette tâche, que la création d'univers requérait un talent dont il n'avait pas été pourvu. Il se persuadait que ses échecs ne tenaient qu'à un manque passager d'inspiration. Comment en effet concevoir l'inspiration dans une station étouffante, des routines familiales, des travaux agricoles et des tours de garde qu'on lui épargnait de plus en plus par égard pour son âge? Non, il fallait un choc, des aventures, le feu d'une passion. Et peut-être alors les canaux obstrués de sa conscience se déboucheraient, et il pourrait créer. Même aux temps les plus rudes, la Nagatinskaya n'avait jamais été totalement désertée. La station était peu propice à l'occupation. Rien n'y poussait, et les sorties vers la surface étaient obstruées. Mais elle avait rendu bien des services à ceux qui voulaient disparaître pour quelque temps, fuir une disgrâce, s'isoler avec leur bien-aimé. À présent, elle était déserte. Hunter survola sans bruit les marches à jamais grinçantes qui rejoignaient le quai et se figea. Omer, soufflant comme un bœuf, lui emboîta le pas, jetant des regards craintifs tout autour de lui. L'obscurité régnait dans la salle, et la poussière en suspension luisait de reflets argentés dans le faisceau de leurs lampes. Les quelques amas de fripes et de cartons, où s'installaient d'ordinaire les hôtes de la Nagatinskaya, étaient éparpillés aux quatre coins de la station. Le vieil homme s'adossa à une colonne et se laissa lentement glisser par terre. Autrefois, la Nagatinskaya, ornée de mosaïques murales élégantes et colorées, avait été l'une de ses stations préférées. Mais privée de lumière et de vie, elle n'avait plus rien en commun avec celle d'autrefois. De la même manière que l'impression sur céramique d'une pierre tombale, ne ressemblant rien à l'homme qui, prenant la pose pour des photos d'identité, était loin de se douter qu'il ne fixait pas seulement un objectif, mais l'éternité. « Pas une âme !» lâcha Omer, dérouté. « Si, il y en a une !» objecta le brigadier en le désignant du menton. « Je veux dire... » D'un geste, Hunter le fit taire. À l'autre extrémité de la salle, là où s'arrêtait la colonnade, là où même le projecteur du brigadier ne portait pas, quelque chose rampait nonchalamment sur le quai. Omer se laissa tomber sur le flanc, puis s'aidant de ses mains, il se releva lourdement. La lampe de Hunter s'était éteinte. Quant au brigadier, il semblait s'être évaporé. Moite de peur, le vieillard trouva à tâtons le cran de sûreté et épaula son arme. Au loin, à peine audible, 2 détonations claquèrent. Reprenant courage, il quitta l'abri de la colonne et se hâta dans la direction du bruit. Au centre du quai, dressé de toute sa taille, se tenait Hunter. À ses pieds se tordait une silhouette indistincte et pitoyable. Assemblage de cartons et de haillons, elle n'avait aucune ressemblance avec l'être humain qu'elle était pourtant. D'âge et de sexe indéterminés, elle était si sale qu'on ne distinguait que les yeux sur son visage. L'homme geignait et essayait de s'éloigner en rampant du brigadier qui se dressait au-dessus de lui. À ce qu'Omer pouvait en juger, ses 2 jambes avaient été touchées. « Où sont les gens? Pourquoi il n'y a personne ici ?» Hunter venait de poser son pied sur la traîne de guenilles crasseuses et puantes que tirait le vagabond derrière lui. « Tout le monde est parti! Ils m'ont lâché, je suis resté tout seul !» siffla l'autre, bougeant ses pommes sur le marbre glissant sans se déplacer d'1 centimètre. « Parti où ?»« À la Tulskaya !»« Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» demanda Omer qui venait de les rejoindre. « Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» lâcha le sans-abri en se crispant. Ceux qui sont partis là-bas ont disparu, c'est à eux qu'il faut demander. Moi j'ai pas la force de zoner dans les tunnels, c'est ici que je vais crever. Pourquoi ils sont partis? Fit le brigadier peu disposé à renoncer à l'interrogatoire. Ils avaient peur, chef.
La station se vide. Ils ont décidé de tenter le tout pour le tout. Personne n'est revenu. Personne? Alors qu'il prononçait cette question, Hunter pointa son arme sur son interlocuteur. Personne? Si, un, se corrigea le vagabond en se recroquevillant, les yeux braqués sur le canon. Il allait vers la Nagornaya, mais je dormais, peut-être que je l'ai imaginé. Quand? J'ai pas de montre, fit l'autre en secouant la tête. Peut-être hier, peut-être la semaine dernière. Les questions cessèrent, mais le canon du pistolet fixait toujours le clochard dans les yeux. Hunter, automate au ressort soudainement détendu, se tenait immobile et silencieux. Sa respiration était étrangement lourde, comme si la conversation lui avait ôté trop de force. « Est-ce que je pourrais » commença le vagabond. « Tiens, bouffe !» Le brigadier avait grogné ces dernières paroles, et avant qu'Omer ne comprenne ce qui se déroulait sous ses yeux, il pressa 2 fois la détente. Le sang noir qui jaillit du front perforé inonda les yeux grands ouverts du malheureux, et rivé au sol par l'impact des balles, il redevint un amas de chiffons et de cartons. Sans lever les yeux, Hunter remit 4 cartouches dans le chargeur de son Stechkin et sauta sur les voies. « Bientôt on va en avoir le cœur net !» cria-t-il au vieil homme. Omer, oubliant son dégoût, se pencha au-dessus du cadavre et, ramassant un lambeau de tissu, en couvrit la tête brisée. Les mains tremblaient encore. « Pourquoi l'as-tu tué ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Pose-toi la question, » répondit Hunter sourdement. Maintenant, même en rassemblant toute sa volonté, il parvenait seulement à monter et descendre ses paupières. C'était même extraordinaire qu'il ait repris conscience. Durant l'heure qu'il avait passée sans connaissance, l'engourdissement avait étendu sa main glacée sur tout son corps. Sa langue était collée au palais, et il avait l'impression qu'un poids avait été posé sur sa poitrine. Il ne pourrait même pas faire ses adieux à sa fille, alors que c'était l'unique chose qui mérita qu'il reprît ses esprits, sans mener à terme son vieux combat. Sacha ne souriait plus. Ses songes étaient plus agités désormais. Elle s'était recroquevillée sur sa paillasse, ses bras autour d'elle, les sourcils froncés. Depuis son plus jeune âge, son père la réveillait quand il la voyait en proie à un mauvais rêve. Mais à cet instant, ses forces lui suffisaient à peine pour cligner des yeux. Puis même cela devint trop harassant. Pour attendre le réveil de Sacha, il devait continuer à se battre. Cette bataille, il la menait sans relâche depuis plus de 20 ans, chaque jour, chaque minute, et il en était diablement fatigué. Il était fatigué des confrontations, fatigué de se cacher, fatigué de chasser, de démontrer, d'espérer, de mentir. Dans sa conscience déclinante, seuls subsistaient 2 désirs. Plonger son regard une fois encore dans celui de Sacha et trouver le repos. Mais il n'y arrivait pas. Se mélangeant à la réalité, des images du passé revenaient danser devant ses yeux. Il devait prendre une ultime décision, ployer ou vaincre, châtier ou faire pénitence. La garde serra les rangs. Chacun de ces hommes lui avait juré fidélité. Tous étaient prêts à mourir dans l'instant, déchirés par la foule, ou à ouvrir le feu sur des opposants sans armes. Car il était le commandant de la dernière station invaincue, et le président d'une confédération qui n'existait déjà plus. Mais pour eux, son autorité était irrécusable, et lui-même infaillible. Chacun de ses ordres serait exécuté immédiatement, sans réflexion. Il allait endosser la responsabilité de tout ce qui se passerait, comme à son habitude. S'il reculait à cet instant, la station serait en proie à l'anarchie. Puis on l'annexerait à l'Empire rouge qui s'étendait à vue d'œil, débordé de ses frontières originelles
et écraser sous son joug de nouveaux territoires. Donnerait-il l'ordre de tirer sur les manifestants? Le pouvoir resterait entre ses mains. Pour un certain temps. Et peut-être même pour toujours s'il n'hésitait pas à pratiquer les exécutions massives et la torture. Il épaula son arme, et un instant plus tard, avec une synchronisation parfaite, ses hommes imitèrent son geste. Dans la ligne de mire, la foule s'agitait. Ce n'étaient pas des centaines d'individus rassemblés, mais un amalgame humain indistinct, aux yeux exorbités, aux poings dressés, qui montrait ses crocs. Il fit jouer la culasse et le peloton lui répondit à l'unisson. L'heure était venue de prendre enfin le destin par les cornes. Pointant le canon en l'air, il pressa la détente et une pluie de chaux s'abattit du plafond. La foule se tut l'espace de quelques instants. Il ordonna aux soldats de baisser leurs armes et fit un pas en avant. C'était là son choix ultime. Sa mémoire le laissa enfin en paix. Sacha dormait toujours. Il prit une dernière inspiration, voulut la regarder une dernière fois, mais ne réussit pas à lever les paupières. Mais à la place des ténèbres éternelles, il vit devant lui un ciel incroyablement bleu, dégagé et lumineux, comme les yeux de sa fille. Halte! Homer faillit sursauter de surprise et lever les bras en l'air, mais il reprit aussitôt le contrôle de lui-même. Lui seul avait été pris au dépourvu par le cri odieux, déformé par le mégaphone, sorti des tréfonds du tunnel. Le brigadier, nullement surpris, se ramassa sur lui-même tel un cobra avant l'attaque, alors qu'imperceptiblement, il ramenait devant lui la lourde Kalachnikov suspendue dans son dos. Hunter n'avait pas seulement laissé sa question sans réponse, il avait cessé toute conversation avec le vieil homme. Aussi le kilomètre et demi qui séparait la Nagatinskaya de la Toulskaya lui avait semblé aussi interminable que le chemin du mont Golgotha. Homer savait que ce tronçon de voie le conduisait très certainement à sa perte, et il ne pouvait pas s'obliger à accélérer le pas. Au moins avait-il le temps de se préparer, et il se plongea dans ses souvenirs. Il pensa à Helena, et se fustigea pour son égoïsme, lui demanda pardon. Il se remémora avec tristesse cette journée magique à la Tverskaya, sous une légère pluie estivale. Il regretta de n'avoir pris aucune disposition concernant ses journaux avant son départ. Il s'était préparé à mourir, déchiqueté par des monstres, dévoré par des rats géants, empoisonné. Comment expliquer autrement la transformation de la Toulskaya en un trou noir absorbant tout ce qui venait de l'extérieur et ne laissant rien ressortir en retour? Cependant, à cet instant, alors qu'il était aux abords de la mystérieuse station, et y entendait des échos de voix, il ne savait plus que penser. Quoi? La Toulskaya avait tout simplement changé de main? Pourtant, qui avait les moyens de réduire à néant plusieurs groupes d'assaut de la Sévastopolskaya? Qui aurait exécuté un par un tous les vagabonds attirés des tunnels vers la station sans laisser partir femmes et vieillards? 30 pas en avant, lança la voix. Elle était étrangement familière, et si Homer en avait eu le temps, il aurait pu en déterminer le propriétaire. Quelqu'un de la Sévastopolskaya? Hunter, berçant sa Kalachnikov dans ses bras, entreprit de compter docilement les pas. Pour égaler les 30 pas du brigadier, Homer en avait parcouru une cinquantaine. Devant eux se dessinait une vague barricade, assemblée à la hâte de briques et de brocs. Pour une raison inconnue, ses défenseurs préféraient rester dans les ténèbres. « Éteignez vos lampes !» ordonna quelqu'un. « L'un de vous, encore 20 pas en avant !» Hunter fit jouer l'interrupteur et poursuivit sa progression. Homer, resté seul à nouveau, n'osa pas désobéir. Dans les ténèbres qui l'entouraient, fuyant la tentation, il s'assit sur une traverse,
trouva à tâtons le mur derrière lui et s'y plaqua. Les pas du brigadier s'arrêtèrent à la distance imposée. Des voix s'élevèrent. Quelqu'un le soumettait à un interrogatoire décousu, et lui aboyait en réponse. La situation devenait explosive. Les échanges, retenus bien que tendus, furent remplacés par des invectives ordurières et des menaces. Hunter semblait exiger quelque chose des gardes invisibles, que ces derniers n'étaient pas enclins à accepter. Ils hurlaient désormais à plein poumon, les uns sur les autres, et Homer crut distinguer enfin les mots. Mais le seul qu'il put entendre clairement fut le dernier. « Exécution !» À cet instant, le staccato d'une rafale couvrit les palabres, et ce fut le grondement d'un pechneg qui lui répondit. Le vieillard se jeta à terre, déverrouillant le cran de sûreté de sa kalachnikov, sans être certain s'il fallait qu'il tire, et, dans l'affirmative, sur qui. Cependant, tout se termina avant même qu'il ait eu le temps de viser. Emplissant les brèves pauses du dialogue en morse des mitrailleuses, les entrailles du tunnel émirent un long grincement qu'Homer n'aurait confondu avec rien au monde. Le bruit de vantaux hermétiques que l'on fermait. Quelque part devant lui, comme pour confirmer sa déduction, retentit le bruit sourd de plusieurs tonnes d'acier s'ajustant dans le rainurage prévu à cet effet, assourdissant en un instant les cris et le tonnerre des armes. L'unique accès au reste du métro était désormais fermé. Le dernier espoir de la Sévastopolskaïa, envolé.